La mise au point ou focus peut se faire manuellement ou automatiquement. Le choix de mise au point peut modifier radicalement le sens d'une photographie. Il est donc important de bien maîtriser cet outil de son appareil réflexe numérique. C'est au photographe à choisir où il souhaite avoir son plan de netteté. La mise au point manuelle peut parfois être utile dans des conditions difficiles. Cependant, les viseurs parfois étroits des réflexes numériques d'entrée de gamme peuvent rendre laborieuse cette opération. Lorsque la profondeur de champ est très courte, comme en macro par exemple, une technique peut être utilisée. Il suffit de bloquer la mise au point à une certaine distance et de réaliser des mouvements en avant et en arrière pour parfaire celle-ci sans toucher la bague. Cela accroît la précision, mais nécessite un certain entraînement. La mise au point automatique ou autofocus est maintenant présent sur tous les réflexes numériques en vente actuellement. Pour l'utiliser au mieux, voyons comment fonctionnent les collimateurs et la technique de recadrage. Les collimateurs sont représentés dans le viseur par des points, carrés ou rectangles. Ils peuvent être au nombre de 3 à 45, voire supérieurs. On peut généralement soit laisser l'appareil deviner automatiquement ou faire la mise au point, ou sélectionner via une combinaison de touches un collimateur. Cette dernière solution reste préférable évidemment. Cependant, bien souvent, le collimateur central est plus sensible que les autres. C'est pourquoi on utilisera la méthode de recadrage. Le recadrage consiste à sélectionner le collimateur central, bloquer la mise au point où on le souhaite, et ensuite en appuyant sur le déclencheur à mi-course, pour recadrer ensuite sur la composition que l'on désire. Ici par exemple, avec cette méthode, j'aurais centré mon premier poteau, bloqué la mise au point, puis ensuite décalé ma visée sur la droite. Suivant les appareils, l'opération de mise au point peut cependant prendre plus ou moins de temps. Lorsqu'on appuie sur le déclencheur, l'appareil fait la mise au point et ensuite prend la photo. Afin d'accélérer le temps de déclenchement, pour saisir un moment précis par exemple, on peut faire la mise au point à l'avance en appuyant à mi-course sur le déclencheur et presser le déclencheur à l'instant T. Choisir l'emplacement précis de mise au point permet parfois de changer radicalement l'impact d'une photo. Le réflexe numérique, à l'opposé des compacts et bridge, permet de plus jouer sur la profondeur de champ, grâce à sa taille de capteur supérieure, comme on l'a vu précédemment. Ici par exemple, la photo est très différente. Si l'on fait la mise au point sur le champ de coquelicot au premier plan, ou sur les arbres au second plan. En allongeant au maximum la profondeur de champ, en fermant le diaphragme, on passe à une netteté sur tous les plans. L'œil de l'observateur est d'abord attiré par les éléments nets. Il est donc important de bien savoir modifier la mise au point pour réussir ces photos. Le flash constitue un apport de lumière artificielle. Difficile à maîtriser et souvent de mauvaise qualité, il peut détruire l'ambiance de la scène photographiée. La plupart des réflexes numériques d'entrée et moyenne gamme possèdent un flash interne que l'on peut solliciter rapidement. Pratique à l'usage, la qualité de lumière est cependant inférieure à celle d'un flash additionnel appelé Cobra. Toutes les marques proposent ce type de flash. Pourquoi un flash externe est-il de meilleure qualité ? Simplement, tout d'abord, parce que la source de lumière est plus grande et éloignée de l'objectif. On peut ensuite orienter le flash de façon à l'utiliser en réflexion sur un plafond blanc par exemple. Enfin, ces appareils possèdent bien souvent une puissance supérieure à leurs homologues internes aux réflexes numériques. On peut enfin adapter des réglages avancés comme l'utilisation d'objectifs grand angle ou la mise en place d'effets stroboscopiques. À l'usage, le flash externe s'avère un outil précieux, mais il est important d'en comprendre le fonctionnement. D'abord, rappelons que les flashs équipant nos boîtiers ont une puissance relativement réduite, quelques dizaines de mètres tout au plus. Inutile donc d'enclencher le flash si l'on souhaite photographier un objet ou une personne au loin. Tenez également compte de cette règle. Plus le sujet est éloigné du flash, moins il reçoit de lumière. La diminution de luminosité est proportionnelle au carré de la distance. Tous les réflexes numériques possèdent maintenant des automatismes efficaces pour gérer le flash, PTTL, ETTL ou ITTL par exemple.
Le réflexe numérique calcule donc la puissance et l'angle de projection de la lumière en fonction de la distance du sujet, de l'ouverture et de la vitesse paramétrée. Je vous encourage évidemment à utiliser ces automatismes en corrigeant parfois ceux-ci via la correction d'exposition au flash présent sur les boîtiers. Le flash peut bien entendu servir à apporter une source de lumière lorsque celle-ci est très faible, comme ici par exemple. Bien dosé, on éclaire la scène de façon homogène. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, si votre appareil émet de multiples flashs, c'est qu'il se sert également de cet outil pour faciliter la mise au point automatique. Le flash peut également être utilisé en plein jour pour éclairer un premier plan. C'est ce que l'on appelle le fill-in. Sur cet exemple, la scène se déroule par temps couvert en plein jour. La première photo a été prise sans flash. On note l'ombre disgracieuse générée par la casquette. Pour illuminer les regards de ce couple, j'ai utilisé le flash pour éclairer mon premier plan. La photo à droite est totalement différente et beaucoup mieux. N'hésitez pas à employer cette technique donc avec votre réflexe numérique. Bien que moins prononcé sur les réflexes, il se peut parfois que le phénomène d'yeux rouges apparaisse sur vos photos. Celui-ci est dû à la proximité du flash et de l'objectif, ainsi que de sa puissance mal adaptée. Pour remédier à cela, les constructeurs proposent une option anti-yeux rouges. Cette option consiste généralement à produire un pré-flash précédant la prise de vue afin de réduire la pupille de la personne ou des personnes photographiées. Même si cette option est intéressante, préférez un flash externe de meilleure qualité qui vous évitera ce désagrément. Étudions maintenant la notion dite de synchro-lente associée à l'utilisation d'un flash. Cette première photo a été réalisée sans flash, à l'aide d'un objectif très lumineux, à pleine ouverture et d'une sensibilité élevée. L'automatisme TTL intégré à votre appareil doit fournir les informations de réglage de votre boîtier au flash, afin que celui-ci délivre la puissance nécessaire à un bon éclairage de la scène. Nous travaillerons donc en mode manuel pour imposer nos réglages au flash. Partant de ce principe, j'ai donc réglé ici l'appareil sur une vitesse rapide, d'un 125e de seconde, accompagné d'une ouverture moyenne de focale divisée par 8, f8. On remarque tout de suite que si le premier plan a correctement été exposé, l'arrière-plan est tombé complètement dans l'obscurité. Le flash a fait correctement son travail, mais ne peut pas éclairer correctement les deux plans. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser une synchro-lente. Une synchro-lente consiste à utiliser les réglages de la première photo sans flash afin de conserver une bonne exposition globale sur tous les plans. J'ai donc ici ouvert mon diaphragme à 2,8 par exemple et descendu la vitesse vers 1/15e de seconde. Le flash a permis d'exposer correctement le visage, la vitesse lente de capturer l'environnement. Sur cette photo, on remarque que les cheveux et les lèvres possèdent des reflets disgracieux. Ce sont les effets du flash interne du réflexe numérique utilisé. Voici enfin la photo réalisée en synchro-lente à l'aide d'un flash externe disposé sur le boîtier. Les reflets ont disparu, les traits sont moins durs grâce à une lumière plus douce. Maintenant que nous savons ce qu'est la synchro-lente, nous allons pouvoir observer les conséquences du réglage dit en premier ou second rideau du flash. Prenons une balle de golf que nous allons faire rouler de droite à gauche. Cette première photo sans flash enregistre le mouvement de la balle grâce à une vitesse lente. On n'aperçoit donc que la traînée du mouvement. La balle roule toujours à la même vitesse, de droite à gauche. Nous avons réduit la vitesse à 1/200e afin de figer son mouvement grâce au flash. Nous sommes en synchro rapide. Si maintenant on règle à nouveau notre vitesse à 1/2 seconde en donnant un coup de flash,
Nous sommes dans les conditions de la synchro-lente, vues précédemment. Ici, le flash a bien éclairé notre balle. Puis la vitesse lente a permis d'enregistrer son mouvement. L'obturateur s'est ouvert lorsque la balle est passée à l'endroit où celle-ci est identifiable. Le flash d'un temps très court s'est déclenché à l'ouverture de l'obturateur et a éclairé notre balle. Le temps de pause long a ensuite enregistré la traînée blanche. Le fait que le flash se déclenche au début de la pause longue s'appelle une synchro-lente, premier rideau. J'ai maintenant réglé mon flash pour qu'il se déclenche au second rideau. Les réglages d'ouverture, de vitesse et de sensibilité sont les mêmes et la balle va toujours de droite à gauche. La seule différence est que le flash s'est déclenché à la fin de ma pause longue. Nous sommes ici dans une configuration second rideau. Certains flashs possèdent une fonction stroboscopique dont voici la démonstration. Il n'y a ici qu'une seule balle de golf, allant de droite à gauche toujours. J'ai simplement réglé mon flash pour qu'il émette 5 éclairs durant la pause longue, saisissant l'image de celle-ci à chaque fois. Le flash est un outil délicat à manipuler. Il permet cependant de réaliser certaines photographies dans des conditions de lumière impossibles à réaliser sans apport additionnel. Cet outil vous propose également des fonctionnalités créatrices qu'il est intéressant d'utiliser dans certaines situations. Apprenez cependant à le maîtriser en multipliant les essais avec différentes configurations d'éclairage. La notion de sensibilité a été étendue du monde de la photographie argentique au monde numérique et donc au capteur. Elle représente l'aptitude à capturer la lumière de la surface sensible. Plus le nombre est élevé, plus le capteur ou le film est sensible à la lumière. Ainsi, un capteur réglé à 400 ISO sera 2 fois plus sensible à la lumière qu'un capteur réglé à 200 ISO. J'ai pris cette photo pour exemple à 2 sensibilités extrêmes de 100 et 3200 ISO. Comme on peut le voir ici, à 3200 ISO, l'image est fortement dégradée. La netteté est diminuée et un nuage de points colorés apparaît. C'est ce qu'on appelle le bruit numérique. Ce défaut est beaucoup plus visible dans les zones sombres et pourra nuire à la qualité d'une photo sur un tirage de grande dimension par exemple. Cependant, en augmentant la sensibilité de l'appareil, cela permet de gagner en vitesse et ou en ouverture. Notons également que plus la surface sensible est grande, plus le bruit est contenu dans les sensibilités élevées. De plus, les réflexes numériques proposent parfois des corrections logicielles pour réduire le bruit. Ces réducteurs de bruit peuvent faire apparaître un lissage sur l'image, qui paraît peu naturel. Il faut donc les utiliser avec parcimonie. L'augmentation de la sensibilité doit donc être un réglage de dernier recours. Néanmoins, il est très fréquent, comme en photo de concert par exemple, que le photographe soit obligé d'augmenter la sensibilité afin d'avoir des temps de pause suffisants pour éviter le flou de bouger. Le compromis est inévitable si l'on veut réaliser la photo. C'est ainsi que les 3 paramètres ouverture, vitesse et sensibilité sont intimement liés. Le photographe devra donc faire des choix pertinents en rapport avec la scène photographiée. Nous allons voir maintenant comment utiliser les automatismes pour influer sur un paramètre en particulier en contrôlant les 2 autres. Pour bien exposer une photographie, il est nécessaire de paramétrer correctement le trinôme ouverture, vitesse d'obturation et sensibilité. Avant d'aller plus loin, faisons une petite analogie. Exposer correctement une photo pourrait être assimilé au fait de remplir un verre de lait. La sensibilité du capteur correspond à la taille du verre. Le temps de pause correspond au temps pendant lequel on verse le lait. Et l'ouverture correspond au diamètre du trou de la bouteille par lequel on verse le lait. Nous avons ici 3 cas différents où 2 paramètres sont bloqués. Le premier cas, avec un verre et une ouverture de bouteille de taille donnée. Si l'on verse le lait pendant un temps trop important, le verre va déborder. Si l'on verse pendant un temps trop court, le verre ne sera pas plein. Idem avec une sensibilité donnée
et une ouverture de nez, si on sélectionne un temps de pause trop long, la photo va être surexposée, trop claire. Si on sélectionne un temps de pause trop court, la photo va être sous-exposée, trop sombre. Deuxième cas, avec un verre de taille de nez et un temps pendant lequel on verse le lait de nez, si on utilise une bouteille avec un grand trou, le verre va déborder. Si on utilise une bouteille avec un petit trou, le verre ne sera pas plein. Idem, avec une sensibilité de nez et un temps de pause de nez, si on sélectionne une ouverture trop grande, la photo va être surexposée, trop de lumière va rentrer. Si on sélectionne une ouverture trop petite, la photo va être sous-exposée, pas assez de lumière ne rentre. Dernier cas, avec un temps pendant lequel on verse le lait de nez et une ouverture de bouteille de nez, si on prend un verre de toute petite taille, le verre va déborder. Si on prend un verre de grande taille, le verre ne sera pas plein. Idem, avec un temps de pause et une ouverture de nez, si on sélectionne une sensibilité trop importante, la photo va être surexposée, trop claire. Si on sélectionne une sensibilité trop faible, la photo va être sous-exposée, trop sombre. Les trois paramètres cités précédemment sont donc liés entre eux et s'équilibrent mutuellement. Ainsi, pour une même scène photographiée et pour un réglage de sensibilité donnée, il est possible de choisir plusieurs couples, ouverture, temps de pause, qui donneront un résultat équivalent en termes d'exposition. Par exemple, ici, toutes les combinaisons suivantes permettent d'obtenir des photos équivalentes en termes d'exposition. 1/15e à f16, 1/30e à f11, 1/60e à f divisé par 8, 1/125e à f divisé par 5/6, 1/250e à f4, 1/500e à f de 8 et 1/1000e enfin à f2. Le choix du couple ouverture, temps de pause se fera en fonction d'autres paramètres que nous allons expliciter. Néanmoins, il faut de la lumière pour faire une photo. Les appareils utilisent d'ailleurs très souvent le flash du fait de leur faible capacité à gérer une exposition correcte. Heureusement, pour nous faciliter la tâche, tous les appareils récents possèdent une cellule. Cette cellule mesure la lumière ambiante pour indiquer à l'appareil un couple ouverture, vitesse, sensibilité adapté à la scène photographiée. Certains modes ont même été créés pour faciliter la tâche à l'utilisateur. Portrait, paysage, photo de nuit. Ces modes ne sont simplement que des réglages standards de nos paramètres pour chaque utilisation. Par exemple, en portrait, on privilégiera une ouverture grande pour avoir le fond flou, faible profondeur de champ, avec une vitesse élevée. En paysage, une ouverture petite pour avoir tout net, vitesse élevée, sensibilité basse. En photo de nuit, enfin, ouverture petite, vitesse lente, sensibilité haute, parfois l'utilisation du flash également. Il est intéressant d'utiliser ces modes, mais il laisse quand même peu de place à la créativité. On préférera donc les modes créatifs PSAM ou TV, AV, P par exemple ici. Le mode M est le mode tout manuel. On doit ici tout régler. Le mode P est un mode semi-automatique. L'appareil choisit le couple ouverture-vitesse, mais laisse à l'utilisateur le choix par exemple de la sensibilité et de prioriser vers l'ouverture ou la vitesse. Les deux modes les plus polyvalents tout de même sont les modes A et S, AV et TV. En mode A, l'utilisateur choisit la sensibilité et l'ouverture. L'appareil adapte la vitesse en conséquence à travers la mesure de sa cellule. Ce mode est parfait pour maîtriser l'ouverture. Sur cette photo de fleurs, j'ai utilisé le mode priorité ouverture pour maîtriser le flou d'arrière-plan. La lumière était suffisante pour m'assurer une vitesse suffisante affichée dans mon viseur pour éviter le flou de bouger par rapport à ma focale. En mode S ou TV, l'utilisateur choisit la sensibilité et la vitesse. L'appareil adapte l'ouverture en conséquence à travers la mesure de sa cellule. Ce mode est parfait pour maîtriser la vitesse. Sur ce plan, je souhaitais enregistrer le mouvement du cycliste. J'ai donc utilisé le mode priorité vitesse pour régler celle-ci à une vitesse assez lente, permettant cet effet tout en conservant l'arrière-plan bien net. Bien que le mode manuel soit parfois utilisé dans certains cas, en studio flash par exemple, les modes priorité ouverture et vitesse conviennent à la plupart des situations. Leur maîtrise est indispensable et permettent au photographe de contrôler totalement sa prise de vue. Il arrive cependant que les réglages effectués par le boîtier soient erronés. C'est alors un photographe à corriger celui-ci.